Donc aujourd'hui, on est très content de retrouver, l'Association française d'astronomie. Alors, pour redire euh, les liens entre les Francas et l'Association française d'astronomie, donc ils existent depuis longtemps. On peut dire, d'ailleurs, par rapport à l'éclipse dont tu vas nous parler, on se C'est situe ça, presque 30 ans après une éclipse mémorable en août 1999. c'est ça. Donc certains d'entre vous étaient peut-être très petits, et puis d'autres étaient déjà un peu aux manettes des animations euh, qu'on avait menées à l'époque. Donc un dispositif en août 99 qui nous avait permis de mailler le territoire français de ce qui s'appelait des points Éclipse Info Junior. Et donc les Francas, mais aussi d'autres associations partenaires, avaient permis, alors non seulement aux enfants de regarder l'éclipse en toute sécurité, puisqu'il était question à l'époque plutôt de les enfermer dans des salles pour surtout éviter tout problème et toute complication. Mais le coup de maître qui avait été proposé par l'AFA, c'était non seulement que les enfants regardent l'éclipse, mais qu'ils deviennent eux-mêmes des animateurs pour les familles, les petits copains, etc. Donc, et suite à ce grand rendez-vous réussi, les Francas et l'AFA ont décidé de continuer leur partenariat. Donc, ont signé une convention cadre, alors qu'on pourrait réactualiser, mais en fait, dont les grands principes restent euh, valides. Donc, c'est une association spécialisée, une association généraliste qui unissent leurs efforts, leurs réseaux pour développer des pratiques scientifiques et techniques auprès des jeunes. Mais ça, je laisserai aussi Eric représenter le projet de l'AFA. Et donc, ça s'est concrétisé après par l'association proposée par l'AFA au Franca de participer à la construction du programme Petit Ours. Mais on en reparlera aussi un petit peu après, après l'intervention Eclipse d'Eric. Et puis un autre projet encore qui s'appelle Infox et qui croise éducation média et éducation scientifique. Donc, bref, vraiment un partenariat nourri avec l'AFA depuis une trentaine d'années. Voilà. Donc là, aujourd'hui, Eric, il va se présenter, il va présenter l'AFA et nous présenter donc un événement scientifique, enfin, ou des événements, parce que si on part sur plusieurs années, il y en aura plusieurs, auxquels les Francas pourraient et vont s'associer. Et on va voir comment Eric nous propose de le faire et puis comment ça vous parle, vous, dans les différents territoires. Et puis une fois qu'on aura parlé Eclipse, on prendra un petit temps pour aussi faire un point d'actu sur Infox et Petit Ours. Mais ça, voilà, ça sera dans un deuxième temps. Donc Eric, je te laisse la parole. Je ne vous ai pas précisé aux collègues de la fac que ce rendez-vous est enregistré. Donc j'ai besoin de vous demander votre accord, puisque Oui, pour celles et ceux qui ne sont pas là, et notamment on a plein de camarades d'Occitanie qui sont pourtant très investis dans vos projets, qui sont pas là aujourd'hui puisqu'ils sont en regroupement régional des associations départementales. merci Hervé en tout cas de ce point et de ce rendez-vous avec vous tous. Moi je suis ravi de retrouver les Francas parce qu'effectivement ça fait très longtemps qu'on coopère, qu'on collabore, qu'on co-organise, qu'on co-anime et que l'on co-forme des tas de genres. Ça date du siècle dernier et le point d'orgue à un moment donné, en fait il y a eu deux projets vraiment qui ont été exemplaires, qui étaient effectivement l'éclipse de 99, puisque, comme le rappelait Hervé, je crois qu'on avait dû mobiliser 289 centres de vacances et accueils collectifs de jeunes qui avaient participé à l'animation Point Eclipse Junior.
et ça avait dû friser un peu plus ça avait dû concerner à peu près pas très loin de 300 ou 400 000 personnes en tout sur le territoire. Bon, avec des moments ubuesques, mais ça avait été une très belle aventure. Et puis l'autre point saillant, évidemment, et la suite de ce programme-là, ça a été le programme Petit Ours. On avait déposé avec les Francas une demande de soutien auprès des investissements d'avenir qui avaient été soutenus. Pour rappel, le programme Petit Ours, je crois, enfin, j'ai plus complètement tous les chiffres en tête, mais on doit être à près de 1600 ou 1800 animateurs formés. Petit Ours, qui est quand même une belle aventure avec sans doute entre 30 et 50 000 jeunes qui ont eu leur Petit Ours. Voilà, et c'est une aventure qui se poursuit indépendamment de nos structures ou presque. Enfin, c'est pas vrai, mais on continue à soutenir les différentes activités. Mais on n'aurait pas forcément parié ça, moi et Hervé, quand on a lancé cette aventure dans les années 2015, je crois, de mémoire. Voilà. Comme quoi, il faut toujours croire à ce qu'on fait. Et même si des fois ça met du temps, même si des fois on n'a pas la même temporalité, vous et nous on a l'éternité devant nous avec le ciel, mais enfin bon, des fois on est plus pressé que ça. Il faut croire en ces projets et en ces moments un peu particuliers que procure en tout cas le ciel et l'astronomie en particulier. Pour résumer la fin, en quelques mots, nous on trouve que le ciel est trop riche pour être simplement regardé et compris par les astronomes amateurs. En fait, on considère que le ciel qui occupe 50% de notre environnement, 50% du temps quand il est nocturne, est une source à la fois d'inspiration, à la fois de curiosité, à la fois de pratique scientifique et d'observation. Et quelque part, ça contribue forcément l'individu à se repositionner, à prendre de la distance, à comprendre son environnement, le fonctionnement des astres au-dessus de la tête. Et puis ça permet aussi un peu de déplacer, on va dire, de rendre une part rationnelle au ciel et pas simplement qui est utilisé par d'autres à d'autres fins. Et ça, c'est pas à vous que je vais expliquer ça. Donc la FA, en fait, a un but majeur qui est de susciter la curiosité du plus grand nombre pour le ciel en général, l'observation, l'astronomie et les sciences qui s'y rattachent. Et pour ça, nous, on a depuis très longtemps décidé de s'appuyer sur des partenaires qui sont au contact du public, sachant qu'on est beaucoup plus efficace à outiller et à aider les autres à s'emparer du ciel, plutôt que d'essayer nous-mêmes d'être ultra spécialisés et de faire que ça. Alors, je l'ai dit, je dis ça, mais en fait, l'AFA a un journal qui s'appelle Ciel Espace, fait des tas d'activités avec les clubs et les associations d'astronomie un peu partout aussi. Donc on a une fonction, on va dire, de coordination, un peu comme une fédération sportive spécialisée. Mais notre but du jeu à nous, en tout cas notre fonction n'est pas de rendre les gens astronomes amateurs ou scientifiques. C'est pas du tout, mais par contre d'éveiller cette curiosité qui nous semble vitale, voire essentielle, de mieux comprendre les étoiles au-dessus de leur tête. Donc, je répondrai, enfin, je fais un peu vite et je répondrai après éventuellement à toutes vos questions. Juste dans nos on va dire, signatures, l'acte le plus connu, hormis pour les Francas, la Petite Ours et l'éclipse, c'est évidemment les Nuits des Étoiles que l'on anime depuis 35 ans et c'est tout l'été, en tout cas ça occupe depuis de nombreuses années maintenant, l'été et la période estivale avec des succès, aujourd'hui 200 000 personnes sur le terrain, 600 manifestations, bref, c'est peut-être l'élément le plus visible de la fin et de son mode d'action, on va dire. Ça reste les Nuits des Étoiles. Alors, si je peux avoir, je ne sais pas si je peux avoir le partage.
Est-ce que c'est possible? Oui. Normalement, c'est Alors, normalement, c'est possible. pas interdit. Faut juste que je trouve comment ça marche. Mais hop, peut-être que si je mets ça là, est-ce que ça marche là, ça? Merde. Je suis pas très familier de Teams, ça. Hop, je vais faire ça comme ça. Si je fais ça, ça marche? Est-ce que vous voyez Ça quelque marche. chose? Ouais, c'est très bien. Un truc qui s'appelle le jour du soleil noir? Ouais, c'est ça. C'est ça? Bon, super. Je vais essayer de faire assez vite. Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Le 12 août 2026, à partir de 19 heures, nous aurons la chance de pouvoir observer une éclipse de soleil qui sera totale en Espagne, mais extrêmement visible en France métropolitaine. Alors, je vous rappelle ce qu'est une éclipse, mais en fait, c'est assez banal, hein, c'est une histoire à trois corps. En gros, c'est la Lune qui s'interpose entre le Soleil et la Terre, et donc masque le Soleil et permet de voir une éclipse. Alors, le truc le plus essentiel à comprendre, c'est qu'on a la chance, et c'est totalement improbable, c'est que le diamètre apparent, en tout cas du Soleil, est identique au diamètre apparent de la Lune. C'est-à-dire qu'en gros, la Lune est 400 fois plus proche de nous et le Soleil est 400 fois plus loin de nous. Et la correspondance fait que, par un hasard tout à fait extraordinaire, les deux astres, quand ils sont parfaitement alignés, permettent de voir une éclipse de Soleil en un point donné. C'est un phénomène qui reste globalement assez rare. Ça se produit 2 ou 3 fois par an. Après, si ça avait été, la mécanique céleste avait été extrêmement parfaite, c'est-à-dire que les corps étaient parfaitement alignés, en fait, à chaque nouvelle lune, on aurait pu voir une éclipse. Mais il se trouve qu'il y a un petit décalage qui fait que ce phénomène-là est assez rare, et d'autant plus rare en un point donné, puisque ce qu'on appelle la totalité ne concerne qu'une petite bande de 200 km d'épaisseur, on va dire. On a trois types, enfin, pareil, hein, je fais assez vite parce que je suis sûr que vous connaissez tous ça parfaitement. On a trois types d'éclipses que l'on peut observer. Une éclipse partielle, une éclipse annulaire quand la Lune est un tout petit peu plus loin par rapport à la Terre et donc ne masque pas complètement le disque solaire. Et on appelle une éclipse totale quand on a la chance d'être exactement sous l'ombre de la Lune. Et du coup, la Lune masque totalement le disque solaire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir pendant quelques minutes la couronne solaire se déployer, les protubérances. Enfin bref, c'est un spectacle que tous les astronomes courent. C'est un spectacle qu'on a eu la chance de voir en 99 en France, donc au-dessus sur une ligne qui faisait Fécamp-Strasbourg, et qu'on aura la chance de voir, pour certains d'entre vous peut-être, en 2081, mais pas avant. Et pour voir une éclipse totale, il faut pouvoir se déplacer sur le globe là où effectivement elle est totale. Alors, voilà la carte de l'éclipse du 12 août 12 août, pardon, 2026. Qui passe au nord, vous voyez, qui passe au-dessus de l'Islande, qui démarre globalement au Groenland et qui se poursuit jusqu'en Espagne. Donc, sur cette petite bande de territoire, on va dire, on aura la chance de voir une éclipse totale et partout ailleurs, on verra une éclipse partielle. Alors, c'est un phénomène extrêmement rare dans son intensité, en tout cas en 2026, puisque là, vous voyez que entre les Pyrénées et on va dire le massif central de la Bretagne, on sera sur des pourcentages d'occultation, c'est-à-dire de masquage du soleil, de l'ordre de plus de 95%. Puis
on va dire là on doit être pas très loin du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge et au-dessus du côté dans les Alpes, on est pareil à des pourcentages qui vont au minima à 89% d'occultation. On n'a pas eu d'éclipse aussi importante depuis 99. Donc ce sera un phénomène qui nécessairement se verra, se ressentira et sera fortement communiqué et médiatisé sur le territoire. Donc personne ne pourra vraiment ignorer qu'il y a une éclipse au-dessus de sa tête, même si elle ne sera pas totale pour nous. Et les gens, en tout cas, quand vous interrogez, enfin pour ceux peut-être d'entre vous qui ont la chance d'avoir observé l'éclipse de 99, un certain nombre de gens pensent qu'ils ont vu une éclipse totale en 99. Or, ils étaient par exemple à Paris ou dans le sud de la France. En fait, les gens se rappellent du phénomène, mais pas forcément qu'ils étaient ou pas dans la totalité. Donc, ça reste un événement assez magique à observer. Alors, je vous remets là, en gros, vous voyez les pourcentages d'occultation du disque solaire, c'est-à-dire qu'on verra à Bayonne, Toulouse et à Marseille, par exemple, un très très fin croissant de soleil. Et à Rennes ou à Lille, un croissant de soleil, mais néanmoins, ce sera très impressionnant, d'autant plus impressionnant que cette éclipse sera au coucher du soleil. C'est-à-dire qu'à l'horizon, vous verrez un croissant se coucher, pour peu que vous voyez le coucher du soleil. C'est des éléments, je reviendrai après, parce que c'est des éléments importants par rapport à vos activités, forcément, puisque en termes d'horaire, en termes de lieu et de conditions d'observation, elle est un petit peu plus compliquée que d'autres éclipses qui auront lieu un tout petit peu après. D'autres éclipses, en fait, on aura la chance, et c'est assez pareil, c'est un phénomène alors qui est assez récurrent, mais on aura la chance de voir 3 éclipses, 3 années consécutives. Donc 12 août 2026, une éclipse qui aura lieu, donc qui est celle-ci en haut, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais Groenland, Espagne, la bleue. Vous aurez une deuxième éclipse le 2 août 2027, qui elle démarrera dans l'Atlantique, passe au-dessus de Gibraltar, traverse la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, et qui se finira dans l'océan Indien, après avoir été perçue au-dessus de la Mecque. Cette éclipse est l'une des plus importantes en termes de durée, puisqu'elle fera totalité fait 6 minutes. Donc, ce qui est énorme, hein. Celle de 2026 ne fait que 2 minutes. Et elle aura la particularité de se faire en milieu de journée. Les conditions d'observation ne seront pas du tout les mêmes et personne ne pourra l'ignorer parce que pour le compte, elle sera vraiment au-dessus de la tête, avec des pourcentages d'occultation en France un peu moindres, mais on sera quand même autour de 80% dans pas mal d'endroits. Donc elle sera fortement, pareil, médiatisée, en tout cas on le suppose, plus délicate à observer parce que là, pour le compte, le soleil sera beaucoup plus présent, on va dire, donc nécessite des conditions d'observation particulières et pourrait échapper, on va dire, aux gens qui habitent par exemple Paris, Marseille, Paris ou Lille, ne verront pas forcément la baisse de luminosité. À ces pourcentages-là, à 10 ou 15%, ça devient compliqué, mais néanmoins, ça restera un formidable spectacle. Et le dernier, les Espagnols ont pas mal de chance dans cette série-là, on va dire, puisque le 28 janvier 2028, je me trompe peut-être une journée, hein, mais je ne suis pas très sûr, mais en tout cas, non, le 26 janvier, pardon, je savais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, le 26 janvier 2028, une nouvelle éclipse traversera l'Espagne, ou se finira en Espagne, après être passée au-dessus de la Guyane, et c'est une éclipse cette fois-ci annulaire. Donc phénomène assez rare, on aura 3 éclipses visibles en France, qui seront 3 partielles, la plus intéressante étant celle de 2026 en termes de pourcentage d'occultation du Soleil, et puis ensuite 2027, et ça se finira en 2028,
où on aura des pourcentages quand même de l'ordre de 60%, ce qui est quand même beaucoup, ce qui sera visible et qui sera cette fois-ci pas pendant les vacances scolaires. Alors, je finis, hein, ça c'est des images de 99. Vous voyez la bande de totalité, ce qu'elle a traversé, et donc avec des pourcentages d'occultation qui étaient de l'ordre pareil de 95%, je crois, dans le sud de la France, du côté des Pyrénées. Donc la situation sera meilleure pour les habitants de l'Occitanie cette année qu'en 99. Et avec, pour mémoire, pour vous situer les enjeux, nous avions mobilisé tout ce qu'on pouvait mobiliser. Je crois qu'il y a eu 35 millions de personnes qui ont observé cette éclipse, à peu près 11 millions de paires de lunettes ont été distribuées sur le terrain. Et le dispositif Eclipse Info a dû toucher un peu plus de 5 millions de personnes. Donc c'était une très grande fête. Et comme tout ce type d'événement, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que généralement tout le monde s'aperçoit qu'il se passe quelque chose quelques jours avant. Et du coup, c'est compliqué à organiser, à mettre en place et à coordonner avec forcément des phénomènes qui vont se passer à notre avis encore cette année, c'est-à-dire une course aux moyens de protection, c'est-à-dire à ces fameuses lunettes pour pouvoir observer le soleil en toute sécurité. Alors, je parle des lunettes, bon ça c'est l'éclipse des États-Unis par exemple. C'est toujours, il n'y a que, on va dire, deux méthodes d'observation simples d'une éclipse de soleil pendant sa phase partielle en tout cas, qui sont effectivement disposées de lunettes d'observation qui protègent la quasi-totalité du rayonnement. Donc, vous voyez apparaître un fin croissant de soleil. Parce que je rappelle que observer le soleil, théoriquement, ne peut être possible. Vous avez un réflexe qui fait que vous n'observez jamais le soleil directement. Mais si vous insistez, vous pouvez effectivement vous brûler les yeux et que c'est d'autant plus dangereux que c'est insensible. Donc là, il y a forcément des moyens de protection à mettre en place pour une observation directe, ou sinon, la meilleure solution reste l'observation par projection, c'est-à-dire de faire un sténopé, faire un petit trou dans comme les deux petits schémas, etc. Il explique, ce qui permet de voir toute la phase partielle sans aucun risque et sans avoir besoin d'acheter, on va dire, du matériel. Je reviendrai éventuellement sur les histoires de lunettes, etc., parce que nous, on a essayé d'anticiper un peu. Vous pouvez aussi facilement observer pendant l'éclipse les sténopées avec des feuilles, avec une passoire, etc. Vous voyez clairement, dès que vous faites un petit trou dans n'importe quel objet, vous voyez la projection de l'éclipse sur le sol. Une passoire, c'est extrêmement efficace pour observer ce type de phénomène. L'intérêt ou en tout cas la particularité de l'éclipse du 12 août 2026, c'est comme je vous l'ai dit, elle se passe au coucher du soleil. Alors personne ne le dira, évidemment, pour des raisons de responsabilité, mais tout le monde a observé un coucher de soleil sans moyen de protection ou sans paire de lunettes, évidemment. Donc un coucher de soleil éclipsé à plus de 90% ou 95%, a fortiori, sera d'autant plus facile à observer. Mais tout l'enjeu, c'est de savoir à quel moment on peut enlever les lunettes ou le regarder directement. Et ça, évidemment, aucun média ou aucune personne ne va prendre la responsabilité de le dire, puisque ça dépend vraiment des conditions locales. Mais sachez qu'en tout cas, la phase vraiment au moment où le soleil va tomber sous l'horizon, quelques minutes avant, sera nécessairement observable à l'œil nu sans aucun problème et sans danger. Je vois qu'il y a de l'info qui passe en même temps. Coucher de soleil, ça veut dire quand même au mois d'août, 20h30 en gros. Hein. Le phénomène, il se passera entre 19h et 21h, un peu sur l'ensemble du territoire.
Donc, évidemment, en dehors de vos activités de centre de loisirs, par exemple, mais néanmoins, on pense que c'est une excellente occasion pour rassembler les parents, les habits, pour organiser une observation, d'autant plus que une fois que le soleil est couché, vous verrez apparaître les étoiles et vous verrez, et on sera en période de maximum de l'essaim des Perséides, donc on verra à ce moment-là un peu plus ce mercredi soir, un peu plus de Perséides dans le ciel. Donc ça peut être une occasion d'une veillée aux étoiles assez facile à organiser, on va dire, du coucher du soleil jusqu'à une partie de la nuit. Je vous ai mis la carte de l'éclipse de 2027 que vous voyez ici. Alors, elle présente une particularité, mais je l'ai déjà dit, c'est d'être sur une période importante, on va dire, de visibilité, puisqu'elle fera 6 minutes. C'est une des plus importantes éclipses du siècle. En fait, on ne peut pas avoir une éclipse de plus de 7 minutes. Donc là, on sera à 6 minutes et quelques. Donc si jamais le spectacle vous plaît cette année, je vous invite à aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vraiment observer 7 minutes de soleil noir. Ça n'arrive qu'une fois dans sa vie et une fois par siècle quasiment. Donc voilà, sur l'éclipse, je vous ai présenté le phénomène. Je regarde le compteur en même temps, j'essaye d'aller assez vite. Donc ce que nous on propose, je vais peut-être, sauf si vous avez des questions sur la particularité de cette éclipse. Merci Benoît. Bon, si vous n'avez pas des... J'ai fait une formation astronomie hier pour un centre de loisirs qui est présent actuellement sur cette visio. Donc c'était un bon complément de la formation d'hier et donc ça permettait de les raccrocher aussi sur des termes comme cela. Bon, super. Juste pour... je vais essayer de faire un truc. Alors, est-ce que c'est jouable ça en direct? Juste vous donner, j'ai vu passer que vous aviez montré le site Eclipse Info, qui est un site que l'AFA a mis en place pour informer les uns et les autres du dispositif qui va grossir au fil du temps. Mais il y a un autre site, j'espère que je peux vous montrer ça, qui risque d'être absorbé sur Eclipse Info, mais qui a été créé par par un autre collègue qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Eclipse Fan. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, oui. Ouais. C'est intéressant parce que, par exemple, vous habitez ici, je choisis un lieu, n'importe lequel. Enfin, je vais faire plutôt au bord de... Voilà. Saint-Jean-de-Mont, par exemple, en France. Vous cliquez, vous pouvez comprendre à quelle heure le phénomène démarre, 19h25, le premier contact. C'est-à-dire quand la Lune va toucher le bord du Soleil. Vous avez la phase finale, c'est-à-dire quand elle quitte, mais elle sera sous l'horizon, donc à 21h24. Vous avez les hauteurs dans le ciel. Vous voyez que le phénomène se place à 9 degrés au-dessus de l'horizon. Donc 9 degrés, c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près une main posée comme ça au bout de votre bras. Vous faites à peu près 5 degrés. Vous avez le pourcentage d'occultation, vous voyez, qui est je ne sais où, qui doit être là, 98% d'occultation. Vous pouvez vérifier en tapant sur horizon, on va le laisser charger, exactement ce que vous voyez à l'endroit où vous avez positionné votre curseur. Donc à l'endroit où vous voulez regarder le phénomène, vous voyez le premier contact ici, puis le maximum, c'est-à-dire le moment où la Lune sera au plus fort occultée et le moment où elle décrochera ici le dernier. Donc là, vous voyez quasiment l'ensemble du phénomène, mais pas complètement, mais le maximum est à 21h29, à 9 degrés au-dessus de l'horizon. On peut faire ça pour... mais comme ils ne sont pas là, nos copains d'Occitanie, mais par exemple, hop, à Brest,
Mais il y en a quand même, il y a au moins Patricia, j'ai vu Patricia des Pyrénées-Orientales. Donc elle va être. Ah bah si, par exemple, on prend... Alors, voilà, si on prend vraiment le Pays Basque, là, on est un peu plus haut dans le ciel, on voit un peu plus le phénomène, et surtout, là, on frise les 99%. Vous voyez, il reste qu'1% d'occultation, enfin de soleil. Donc, 99,1% d'occultation du soleil à 20h26 local. Bon, enfin, pour moi, c'est un outil très intéressant pour vous, en tout cas en amont, pour préparer une éclipse. Pour préparer son observation, vous pouvez vérifier la hauteur dans le ciel, voir s'il y a là où il vous faut situer. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes à Paris, par exemple, vous ne verrez pas l'ensemble du phénomène. Il y a quelques endroits où vous pouvez le voir si vous êtes bien orienté dans l'axe. Et en l'occurrence, nous, on l'a déjà repéré, c'est plutôt au parc André Citroën qu'il faut se retrouver le 12 août au soir pour pouvoir voir l'ensemble du phénomène. Donc, sinon, vous ne verrez pas la totalité du phénomène, ce qui est dommage. Mais donc, je vous invite à regarder avant, si vous voulez voir les conditions. C'est un site extrêmement bien fait et assez facile d'usage. Et du coup, un peu partout, en cliquant, vous pouvez vérifier la hauteur dans le ciel, la durée du phénomène, le pourcentage de l'éclipse, voilà, les conditions d'observation et les informations. Donc ça, un premier outil. J'essaie de dérouler. Donc, quelle est la proposition de la phase nous, on propose à tout le monde d'observer ce phénomène. Je vais peut-être couper ça. Et on remet en place un dispositif qui s'appelle Eclipse Info. Donc, en mobilisant à la fois toutes nos ressources, on mettra en ligne des ressources pédagogiques, des fiches d'animation, ce que je vous ai montré, comment on prépare un sténopé, comment on organise quel type d'activité on peut faire autour du phénomène. On met tout ça en ligne au fur et à mesure sur notre site internet eclipseinfo.fr. Et puis, par ailleurs, on mobilise notre réseau des clubs et des associations, mais on mobilise tous ceux qui veulent s'emparer du phénomène pour faire observer cette éclipse-là. Et on met en place un dispositif d'information du public, parce que, comme je vous le disais, sans doute quelques jours avant à peine, les médias vont s'emparer du phénomène et tout le monde va essayer de chercher à comment observer et comment, et à quel moment, à quel endroit et avec quels moyens de protection. Sachant que l'enjeu, évidemment, il y a aussi un enjeu de protection du public et que on veut, nous, éviter que les préfets interdisent les rassemblements publics pour des raisons de sécurité, de santé publique. C'est déjà arrivé, hein, même si ça paraît un peu délirant en 2026, mais en 2015, il y a eu une éclipse partielle du Soleil où des recteurs et des préfets ont interdit aux enseignants de sortir les enfants pour observer une éclipse partielle de Soleil qui était à 60%. Donc on sait que même après l'expérience de 99, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que nous, on se mobilise pour informer le public et montrer qu'il y a d'autres, il n'y a pas que des histoires de lunettes, mais il y a aussi la possibilité d'observer par projection ce phénomène qui est un phénomène rare et forcément qui interroge sur la mécanique céleste, etc. Donc on met en place un dispositif qui permet à la fois aussi de former des animateurs ou des montreurs plutôt d'éclipses, qui s'appellent montreurs d'éclipses d'ailleurs, et on mobilise pour ça des associations. Il pourrait y avoir des formateurs aussi, bien sûr, Franca, qu'on aiderait à former des montreurs d'éclipses pour pouvoir avoir par action, on va dire, de ruissellement, former le plus de gens possible aux conditions d'observation, à la compréhension du phénomène et surtout à l'encadrement de cette observation sans risque.
Voilà, et donc on a sollicité évidemment la fédération pour rejoindre le dispositif Eclipse Info très officiellement, afin que les uns et les autres, on s'appuie, on se renforce et qu'on communique ensemble pour faire de ce phénomène un moment populaire, festif, joyeux, et on en a un peu besoin en ce moment, je trouve. Je ne sais plus où j'en suis, Hervé, par rapport à ce qu'il fallait que je dise, mais Bah, écoute, je pense que tu as rempli les différents points que je t'avais demandé de présenter. Voilà. Donc, alors juste pour compléter, on va dire, parce qu'il y a évidemment, vous aurez compris, il y a des enjeux de protection et de moyens d'observer ce phénomène au travers des lunettes, des fameuses lunettes Eclipse. En 99, on avait produit 11 millions de paires de lunettes. On a décidé de ne pas réinvestir parce que ça avait été extrêmement compliqué. D'autant plus que le phénomène, c'est ce que je vous disais, est quand même plus facilement observable sans moyen de protection au dernier moment, mais personne ne le dira nulle part. Mais sachez-le en tout cas que ça reste une possibilité. Mais on a quand même, pour soutenir le dispositif Eclipse Info, on a produit 200 000 paires de lunettes que on distribue sur le terrain à moins d'1 € pièce, avec l'idée d'imposer à tout le monde soit la gratuité, soit un prix de vente plancher de 1,5 €, enfin 1,50 € TTC de vente de ces lunettes-là pour les sites qui ne peuvent pas les diffuser gratuitement. Tout ça pour casser, enfin si je puis dire, pour casser le marché, pour éviter que les prix flambent et faire tirer par le bas, on va dire, les tarifs, parce que c'est quand même que du carton, avec un filtre solaire, certes, mais on les voit déjà à 4-5 € aujourd'hui vendus sur le marché, comme on dit. Et donc, on essaie de montrer au marché qu'on peut peut-être les vendre moins cher si on veut que plus de gens observent l'éclipse. Donc, on le met à disposition. Aujourd'hui, on a dû diffuser déjà un peu plus de 100 000 paires de lunettes dans notre réseau. Il en reste 100 000 encore à dispo. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Et je répondrai volontiers à vos questions. alors, il y a déjà une première, un premier élément en termes dans la conversation, là, Rudy. Je te laisse le dire en vrai. Ah, en vrai? Et donc, ça me permet de m'excuser platement d'avoir dit, effectivement, de n'avoir mentionné que les Pyrénées-Orientales, alors que le Tarn et le Gard étaient présents Ah oui. pour l'Occitanie. Non, mais du coup, je répondais surtout à la proposition, enfin, à la proposition de Caro quand elle nous a montré les lunettes. J'ai remarqué qu'elles étaient à récupérer au siège directement. J'imagine que non. Oui, non, en fait, il y a les deux méthodes. En fait, c'est un problème de volume. On les expédie dans notre réseau par UPS parce qu'on ne veut pas s'embêter à faire des colis, des machins, des bidules, par l'autre 2500 exemplaires. Après, on propose à nos associations et clubs, les clubs ont peu de moyens, donc on achète par lot de 100, de venir les récupérer pour ne pas s'embêter à faire des colis, à les expédier. Voilà. Donc, après, on pourrait très bien imaginer des points de distribution aussi. Hein. Enfin, c'est pas le. Oui, parce que je pense qu'il y a pas il y a des adeptes qui ne pourront pas écouler, à mon avis, 2500 paires de lunettes. C'est ça. Donc voilà, moi j'avais fait la proposition éventuellement que la fédération des Francas se charge de la redistribution des AD ou des UR. Voilà, mais c'est une proposition que je fais comme ça. Ah, il y avait aussi la Haute-Garonne de l'Occitanie. Salut Estelle. Mais oui, bah ça, en gros, une des suites à donner de ce rendez-vous et puis
de notre signature officielle pour rejoindre le club Eclipse Info, c'est qu'on va pouvoir proposer au réseau des Francas une espèce de souscription, une espèce de pré-bon de commande. Et à partir de là, on peut faire effectivement le facteur. Hein. Je pense que pour la FA, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et puis en plus, ça nous permettrait d'avoir une visibilité sur le nombre d'associations départementales mobilisées. Voilà, donc voilà, ça, je pense que ça n'a que des avantages pour un travail qui, somme toute, sera en plus, pour le coup, c'est pas des colis monstrueux. Donc il y a pas, non, c'est vrai, c'est pas tout à fait c'est pas une logistique très 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 forte. Donc Caroline, tu avais levé la main. Oui, mais j'étais en train d'écrire dans le chat. C'était juste pour dire à Rudy, excuse-moi Rudy, regarde la taille de mon AD, toi tu penses en acheter 2500, moi avec 100 j'étais large déjà, c'est pour ça. Chacun sa réalité. Voilà, c'est ça. Je sais même pas si 2500, nous, on les écoulerait non plus, mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'aurais peut-être besoin, Eric, que tu reprécises la question de la formation, là, parce qu'à un moment donné, on était parti sur des formations un peu longues. Je vous avais dit que ça me semblait peut-être un peu trop. Donc, voilà, comment concrètement on peut bénéficier de formations ou en organiser, voilà. Si tu peux redonner. Oui, bien sûr. On a mis, alors je vous l'enverrai évidemment, on a mis en place un référentiel de formation montreur d'Eclipse qui est basé aujourd'hui sur l'hypothèse de 6 heures de formation pour des gens qui seraient complètement novices, c'est-à-dire qui n'auraient aucune compétence, aucune connaissance sur de l'astronomie, avec un triple objectif qui est de leur faire comprendre la mécanique céleste. Alors, en gros, de quoi on parle, quoi, de ce phénomène d'éclipse. C'est pas intuitif, hein, mais de leur donner des outils sur comment on observe indépendamment de lunettes, ou comment repérer les bonnes lunettes des mauvaises lunettes, comment faire des projections, à quel moment on peut se permettre d'observer ou pas le phénomène sans moyen de protection. Et puis, comment on gère, on va dire, un site d'observation autour de l'éclipse du 12 août 99, où sont les bonnes ressources, à quoi il faut être vigilant, les ressources pédagogiques, mais aussi les ressources en termes de comment regarder le ciel, à quel moment, bref. Cette session de formation aujourd'hui donne lieu non pas un label comme la petite ours, mais donne lieu à un truc qu'on appelle une validation qui dit vous avez passé la capacité, on va dire, de montrer l'éclipse à d'autres. Ça, c'est pour rassurer éventuellement des collectivités territoriales en disant vous avez localement des gens qui seront capables d'encadrer le phénomène, l'observation du phénomène. Et ça, c'est une formation qu'on met en place aujourd'hui avec notre réseau école d'astronomie. On espère aussi, et c'est un appel que je fais évidemment aux formateurs et aux formateurs Franca habilités, Petit Ours en particulier, pour nous aider peut-être à diffuser aussi en leur réseau et être partie prenante, on va dire, de cette formation qui est pour moi, qui doit vraiment ruisseler parce qu'on est au mois de mars. Et que si on imagine que ça se réveille un peu après les municipales, on risque de se retrouver avec une demande, on va dire, d'accompagnement très forte qui peut concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes. Or, nous, on n'a pas la capacité de le faire seul, ça c'est sûr. Et l'idée est vraiment d'avoir une formation où on outille des formateurs à former des montreurs d'éclipse avec une ambition qui doit rester modeste, mais qui doit rester efficace pour le public final. Alors après, nous, on est parti sur 6 heures parce qu'on n'arrive pas à le faire à moins.
parce que peut-être qu'on est trop ambitieux sur. Enfin, on essaye forcément de rajouter nous de l'astro, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est indécrottable là-dessus, on pense que c'est vachement intéressant, hein, et donc du coup, on force peut-être la mise, mais et là, par rapport à vos besoins à vous, je pense qu'il y a des adaptations nécessaires et possibles à faire, quoi. Ok. Caroline, ça répond à ta question? Pose-la parce que. Ouais, J'entends que les formateurs petits ours, du coup, sont habilités à former des relais ou montreurs d'éclipse. Oui. D'accord. Mais l'animateur petit ours. Oh ben, sous réserve, oui, oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai pas de. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra faire, mais ça, il faut qu'on l'invente ensemble. Vous voyez, il faut qu'on anime peut-être une. Enfin, c'est pas la même chose de former des animateurs petit ours à encadrer le soleil. Il faut juste que, à mon avis, en une session de 2 heures ou 1 heure, on a précisé les outils ou à quoi il faut être vigilant, c'est quoi une bonne paire de protection de lunettes, c'est quoi, comment on fait de la projection, et voilà, après, ça va aller très très vite, hein. Oui, parce Là, que les formateurs petit ours, bon, donc on peut considérer qu'ils sont montreurs d'éclipse, mais les animateurs petit ours, on en a plus, donc c'est plutôt eux qui vont être au contact des publics, et du coup la question elle se pose. Et en même temps, des fois dans petit ours, ils utilisent des solarscopes. oui. Oui, oui, non, non, mais je pense qu'un animateur petit ours est tout à fait capable d'être montreur d'éclipse. Il a tout à fait les compétences. Il faut peut-être juste faire un petit refresh, on va dire. Ok. Et là, à mon avis, c'est même pas enfin, c'est 1 heure. C'est juste expliquer le phénomène, puis les ressources, à quoi il doit être vigilant, et voilà. Ok. Bon, de toute façon, je pense que ce soit pour les aspects matériels ou formation ou même type d'animation qu'on va pouvoir mettre en place, il faudra vraisemblablement qu'on réorganise une réunion plus spécifique, parce que je pense qu'il va y avoir quand même 2 grands modèles, hein, d'animation pendant l'été. Moi, dans mon rêve le plus fou, euh, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation dans tous les centres de loisirs qu'on anime pour informer les enfants que le 12 août, qu'ils soient avec nous ou pas, une éclipse de soleil se déroulera à tel ou tel endroit. Donc ça, c'est un petit module d'animation un peu général. Et puis d'informer les enfants et les familles des endroits où ils pourront observer l'éclipse, parce qu'il y aura, j'imagine, vous allez mettre en place, Eric, c'est peut-être le site que tu as montré tout à l'heure, là, ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y aura en plus du site Eclipse Fan, Non, non, il y aura lieux, Eclipse Info. les lieux d'accueil. Ouais, bien sûr. Et puis le deuxième module d'animation, ça sera du plus, où là, dans le centre de loisirs, la semaine en question, on pourra animer quelque chose autour de l'éclipse. Mais c'est vrai que, bon, ça, je te l'avais dit, Eric, par rapport à août 99, où c'était à midi. Là, le fait que l'éclipse, elle soit visible hors temps d'ouverture du centre de loisirs, et en plus sur un horizon enfin, du coup bas, Oui. ça veut dire qu'on a plein de centres qui de toute façon ne réuniront pas les conditions pour faire l'observation. Voilà. Donc du coup, les montreurs d'éclipses, dans notre réseau, il y en aura peut-être quand même beaucoup moins qu'en 99. Par contre, les informateurs d'éclipses, ça, il faut vraiment qu'on cartonne là-dessus. Voilà, bon après, c'est un peu mal dit et va falloir qu'on dessine un peu plus les scénarios d'animation. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Dites-le plutôt par oral les messages, parce que comme ça, ça s'enregistre dans la visio, Rudy. Ok, c'est plus simple. Non, mais c'était pour revenir sur ce que tu disais, sur bien que ça soit tard, les soirées famille l'été, ça peut se faire assez facilement sur les centres de loisirs.
moi, sur les centres de loisirs qu'on a ouverts, la plupart font déjà des soirées l'été qui regroupent quand même pas mal de familles. Donc, je pense que sur une observation telle qu'elle c'est, puis sur quelque chose d'assez unique, je pense que ça peut regrouper pas mal de monde. Je baisse la main. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran là? Oui. Donc Eric, chose promise, chose due. Voilà, Waouh, la charte est signée. super. Je pense que je la ferai signer quand même par Irène Pécrul, déléguée générale, parce que ça montre aussi, puis de toute façon, elle vous a déjà signifié l'importance pour la Fédération nationale du partenariat avec l'AFA et puis donc de l'inscription dans ce dispositif. Pour info, d'ailleurs, Irène a reparlé de votre proposition au bureau du CNAGEP la semaine dernière. Parfait. Voilà, donc en tout cas, officiellement, on tient la promesse à laquelle on s'était engagé en fin d'année de rejoindre le dispositif comme partenaire. Et voilà. Et donc, on va maintenant rentrer dans la phase concrète. Bastien? Ouais. Et il y a beaucoup de structures qui partent en colonie de vacances, en séjour de vacances, et c'est aussi un moment où c'est hyper intéressant comme veillée de pouvoir montrer l'éclipse solaire et de pouvoir après enchaîner sur une observation des étoiles. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est ce que j'avais dit à Eric, c'est-à-dire que pour les équipes qui seront en séjour de vacances, là, ça sera au top. Par contre, c'est vrai qu'en termes de quantité de centres avec lesquels on travaille, malgré tout, c'est allez, je ne sais pas combien il y aura de colos Franca la semaine du 12 août, mais c'est quand même c'est pas des centaines, quoi, hein, voilà. Juste peut-être pour compléter, faut que vous le sachiez, alors même si ça a sans doute une importance relative, mais on a en septembre dernier envoyé donc une plaquette d'information à 300 collectivités de plus de 30 000 habitants. On ne pouvait pas faire on pouvait pas faire toutes les communes, hein, 36 000 c'était un peu beaucoup, mais disons qu'on a touché l'essentiel, on va dire, de la population, puisque les 300 collectivités territoriales de 30 000 habitants couvrent quand même une bonne partie de la France. Et donc, évidemment, puisque nous sommes en période électorale, il y a eu assez peu de retours, mais on sait qu'il y a eu une sensibilisation et on va continuer la sensibilisation après les municipales. On va essayer de mobiliser les départements et essayer de faire un peu, avec l'Association des maires de France, en tout cas, une information auprès des collectivités territoriales. Alors, on sait qu'ici ou là, ils réagissent. Nous, on appuie beaucoup sur deux aspects qui sont l'aspect jeunesse, parce qu'on est convaincu qu'il faut ne pas exclure ou permettre aux jeunes, en tout cas, d'observer ce phénomène est d'autant plus important. Et puis l'aspect éventuellement sécurité, en disant qu'il y a une responsabilité quand même des collectivités territoriales à protéger les populations les plus à risque. Non pas que tout le monde va observer l'éclipse de soleil, hein, mais plus parce que une nouvelle fois, ce phénomène, fameuse quête de recherche de paires de lunettes, risque d'interdire l'observation d'un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens. Et nous, on trouve ça extrêmement dommage. Alors, il y a Lionel qui veut intervenir. Oui, ça peut être aussi sur les accueils de loisirs, de promouvoir les séjours courts ou les séjours accessoires aussi, qui peut être un bon argument dans les projets pédagogiques, hein. Oui. Et du coup, Lionel, comme je te vois apparaître à l'écran, il y a aussi un élément qu'il faudra qu'on aborde, mais c'est toutes les possibilités, alors au moment qu'on jugera le plus opportun, de parler de l'éclipse dans nos formations, donc dans nos formations existantes. Je pense aux formations BAFA, aux formations BAFD,
mais aussi les formations professionnelles que l'on encadre, puisque là, on a des professionnels de l'animation ou des volontaires de l'animation qui sont potentiellement toutes et tous en activité pendant l'été. Donc, je pense que c'est pareil, il faudra qu'on ait une petite capsule facile à transmettre à nos équipes de formation pour qu'ils aient une demi-heure ou plus, qu'au minimum, il y ait la demi-heure d'information Eclipse qu'on puisse diffuser pendant nos formations entre maintenant et l'été, quoi. Si notre module microfusée se confirme pour le mois d'avril, avec Karine, j'ai déjà dans l'idée de l'intégrer sur le module microfusée, par exemple. Ah bah, de toute façon, toi et Karine, vous n'avez pas le choix, hein. Ça se pose même pas la question. Pardon. Ok. Alors, on s'achemine là vers la fin de notre heure de travail. Alors, ce qu'il faudra nous dire aussi, peut-être, Eric, et puis du coup, j'en profite aussi pour saluer Thomas Vincent qui est présent de l'AFA. C'est est-ce qu'il va y avoir une foire aux questions? Est-ce qu'il y a un contact privilégié à l'AFA pour des questions? Parce que c'est vrai que moi, je ne vais pas forcément, en tant que directeur de programme, avoir énormément de temps là, dans le contexte actuel au Franca pour animer au fil de l'eau les réponses aux questions qui pourraient être posées par les collègues des départements. Donc, je vais animer, je vais faire la réunion dont j'ai parlé tout à l'heure, là, et puis organiser le sondage, etc. Mais après, voilà, sur des aspects un peu techniques, un peu pratiques, comment ça se passera avec vous, Eric? Écoute, on reste au pilotage, on est trois hein, pour l'instant, donc moi-même, Thomas ici présent et Loïc, et ça, n'hésitez pas à nous contacter, l'un de nous trois répondra forcément. Et on essaiera d'accompagner le plus possible le dispositif et de répondre à vos questions systématiquement. On va se donner les moyens, d'autant plus que aujourd'hui, on axe beaucoup notre action, on va dire, sur là, on met en place les formations. Et une fois que ça va être déroulé, ça va être beaucoup plus facile. Et là, on va avoir besoin aussi de vous sur le ruissellement, on va dire, des montreurs d'Eclipse, ou en tout cas de former des gens susceptibles d'encadrer les formations, ou en tout cas susceptibles de permettre à des gens de faire observer l'Eclipse, quoi. Ok. Alors du coup, ce que je te propose, c'est que là, je vais mettre sur le site intranet des Francas la visio. Si c'est possible d'avoir le diaporama que tu nous as montré tout à l'heure, ça sera un bon complément. Et puis, je me souviens pas si dans les dernières diapos, tu as mis les contacts de la femme et si tu peux les rajouter. Ouais. Comme ça, les collègues auront besoin de vous contacter, qu'ils aient un mail ou un téléphone. Et peut-être aussi mettre l'URL du site Oui. Eclipse Fan, là, parce que tu Oui, nous l'as tout à montré. fait. Mais... Ouais. Et eclipseinfo.fr. Voilà. Ouais, les deux. Ouais. Voilà, donc ça sera au top. Et alors, du coup, là, dans les quelques instants qui nous restent, est-ce qu'on peut se faire un tout petit point rapide sur Petit Ours? Bien sûr. Ok. Sachant que, alors, j'ouvre le sujet en disant que une des grosses problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, mais ça, Thomas, je pense que tu es bien au courant, c'est le réapprovisionnement matériel ou même la fourniture de nouvelles malles d'animation Petit Ours. Donc ça, en fait, bon, on va peut-être pas forcément, peut-être que tu as quelques éléments à nous transmettre là maintenant, mais il faudra rapidement qu'on voit comment on fait, parce que j'ai encore été relancé là hier par les collègues de Haute-Saône, je crois. Et puis je crois qu'il y a toujours un dossier en Meurthe-et-Moselle où c'est un peu. Enfin bref, il y a des demandes. Soit j'ai du matériel cassé, comment je fais pour le changer, soit je relance une dynamique Petit Ours et j'ai besoin de repartir à zéro en achetant une malle. Donc ça va devenir un sujet. Enfin, c'est un sujet crucial là en ce moment.
Oui, déjà bonjour tout le monde, parce que j'ai pas encore. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, j'ai l'impression que je vois Eric qui sourit. Pour te répondre rapidement, la problématique qu'on a, c'est que notre fournisseur ne produit plus les lunettes Perle initiales. Enfin, n'a plus en catalogue les lunettes Perle initiales qui sont quand même bien solides et résistantes, et m'a proposé de les remplacer par des lunettes plus chères et un petit peu en plastique, et qui donc n'a pas compris l'usage qu'on en avait et que c'était manipulé par une quinzaine d'enfants plusieurs fois par an. Donc là, pour moi, l'enjeu, en l'état, dans son catalogue, il n'y a rien qui peut remplacer de façon satisfaisante les lunettes initiales. Donc, ce dont on discutait en interne, c'était, on pourra pas, du coup, je pourrais pas négocier des tarifs sur des produits adaptés à l'usage petit ours avec lui. Donc, c'est soit j'essaie de reconstituer une malle chez un autre fournisseur, soit on fait des conseils d'achat, en fait, sans faire un devis global pour une malle complète. On dit, on vous oriente vers cette référence de lunettes qu'il faut acheter x3 et cette référence de paire de jumelles qu'il faut acheter x6 pour constituer une malle. Donc, j'essaie de voir ailleurs chez d'autres fournisseurs s'il y a des choses satisfaisantes. Mais en fait, j'ai l'impression que la qualité de ce type de produit baisse et que leur prix augmente. Mais je tiens à informer dès que possible. Ok, mais c'est vrai que l'option conseil d'achat peut être très, très intéressant, hein. Je sais que par exemple dans le domaine de la radio, c'est ce que l'on fait, hein. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas, nous, de mâles studio radio Franca. En revanche, il y a une liste avec les références chez Thomann, chez des fournisseurs de ce type-là, et des indications de prix, quoi. Voilà, Oui. donc comme ça, les gens savent que pour acquérir un studio radio, c'est globalement aujourd'hui 1600 euros. Et tu cliques sur les liens et après, voilà, chacun fait son bon de commande. Donc c'est vrai que en attendant d'avoir trouvé la solution miracle, et j'entends bien hein, les problématiques que tu cites, si on pouvait déjà avoir effectivement ces conseils d'achat, ça serait vraiment important parce que je répète, il y a vraiment, et visiblement, il y a de l'urgence et je m'en réjouis parce que ça veut dire que le dispositif, il continue à se déployer chez nous. Donc, Ouais, complètement. Et Caroline, j'ai vu que tu avais levé la main. J'en profite aussi, Thomas, pour te dire que j'ai bien vu ton message de sollicitation pour les chiffres Petit Ours. Donc, je suis en train de récupérer, moi, les chiffres de remontée de notre convention éducation nationale, puisqu'en fait, on a une base de données qui nous permet de faire remonter quasiment tous les chiffres d'activité. Mais ça, c'est multiplié par 80 associations, ça me nécessite un petit peu de temps. Donc, j'ai bien noté, je te donnerai les chiffres, Thomas. T'inquiète pas, Caroline? avec 40 structures, on galère déjà, alors t'inquiète pas. Je reviens sur les conseils d'achat du matériel. Nous, on a une malle, mais qui est plus toute jeune, quand même, puisqu'elle doit avoir 8-9 ans. Et on a fait donc une animation Petit Ours la semaine dernière. Donc l'animatrice, pas de souci, elle utilise le matériel. Bon, on avait un pied cassé, on a bidouillé avec une vis, ça c'est pas grave. En revanche, j'étais étonnée les gens qui sont venus participer. Alors moi, j'y connais rien du tout, hein. J'ai pas l'agrément, je sais pas manipuler le matériel. Je sais juste aller chercher ce que me demande l'animatrice Petit Ours. Mais dans le public, à la soirée d'observation, il y a des gens qui nous ont dit: ah, mais c'est des lunettes comme ça. Alors moi, je leur dis oui, c'est-à-dire, c'est pas celles qui visent automatiquement. Donc moi, j'y connais rien du tout. Mais bon, j'imagine que c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus technique, mais je me dis peut-être dans les conseils d'achat, on peut avoir une panel de la lunette simple au truc, à mon avis, Célestron super perfectionné voilà, qui est pas au même prix, mais il y a peut-être des AD qui font suffisamment de petits ours pour que pour eux, ce soit un achat utile. Voilà. Je ne sais pas, j'y connais rien techniquement, hein. Je soumets juste l'idée parce qu'on m'a fait cette remarque et du coup, j'ai un peu botté en touche en disant: ah oui, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus cher. Là, comme c'est les enfants qui manipulent, on ne l'a pas amené. Et dans la malle initiale, il y a un télescope
avec un système GoTo, on appelle ça, de pointage automatique. Souvent, les gens ne le prennent pas et l'excluent de la malle parce que déjà, ça fait pratiquement doubler son prix. On va dire fois 1,5, on va dire. Et en fait, on se rend compte qu'en usage, en stage, on n'a pas le temps en fait de faire ça sur un stage petit tour. C'est l'intérêt pédagogique qui est pas en fait, je dirais que c'est utile dans le cas de quelqu'un, d'un jeune qui a fait une petite ours et qui va faire une grande ours. Et voilà, pour apporter un truc en plus. Mais en fait, en termes d'usage, oui, ça a la tête d'un télescope tel qu'on voit sur des photos ou autres. Et peut-être que le soir de la soirée d'observation, s'il y a les parents qui viennent, ils s'attendent à voir ça. Mais en termes d'usage, en fait, même nous, nos animateurs, on en a un. On fait nos stages à la Cité des Sciences, on en a un et il ne sert jamais, quoi. Mais en tout cas, la référence existe encore pour le coup. Et donc, je pourrais l'ajouter à la liste des références conseillées au cas où l'usage est pertinent dans un cadre donné. Alors, on va pas lancer le débat parce qu'en fait, je souris parce que ça me rappelle les discussions nourries lors des premiers séminaires de conception de la petite ours entre les astronomes de l'AFA et les animateurs et formateurs des Francas. On a eu des débats dantesques sur ce qu'il fallait utiliser ou pas. Bon, en tout cas, du coup, moi, j'ai vu un Bastien, Eric et Thomas, ce que je ferai, c'est que je vous referai un petit mail avec les points un peu d'urgence là dans le réseau pour voir comment et sous quel délai on peut leur donner de quoi les renseigner. Bastien? Moi, j'avais juste une question en fait. On a un télescope, je ne sais plus le nom, et depuis plusieurs années, il ne fonctionne plus. Et je voulais savoir, est-ce que vous savez à qui on pouvait s'orienter pour voir s'il est réparable ou pas? Tout le matériel, si c'est du matériel petit ours, Oui. tout le matériel C'est la malle est, Petit Ours qu'on a eu il y ouais, a une alors, dizaine d'années aussi. tout le matériel était sous garantie, alors théoriquement, l'est encore, entre guillemets, auprès de MEDAS. Il faut directement s'adresser à MEDAS. Donc, ça, je donnerai à Hervé le contact, le téléphone, le mail et le. En fait, ils étaient jusqu'à pas longtemps très proactifs et remplaçaient les éléments qu'il y avait. Enfin, savaient que c'était du matériel pédagogique. Euh, Bon, il se trouve que les Chinois sont ce qu'ils sont aujourd'hui, que le fournisseur, du coup, n'arrive plus à avoir autant de matériel qu'avant. Enfin bref, et pour l'instant, le matériel qu'on utilisait, qui était extrêmement performant et qui correspondait vraiment aux usages pédagogiques qu'on en avait, en tout cas, n'existe plus. Donc, et ça devient un peu compliqué. Ils ne proposent que des trucs ultra chers ou de mauvaise qualité, on va dire. Mais en tout cas, sur le matériel existant, il ne faut pas hésiter à le solliciter. S'ils ont des bouts de pièces, ils répareront et sans aucun problème. Ok. Et s'il y avait difficulté, il faut nous le dire à nous. Ok. On a encore quelques moyens de pression gentils auprès d'eux, en tout cas. Peut-être, Bastien, peux-tu mettre ton mail directement dans le chat là, pour que Thomas ou Eric le récupèrent? Et comme ça que vous envoyez directement à Bastien en me mettant en copie les références MEDAS. Comme ça, Bastien a sa réponse et puis moi, je les ai pour d'autres collègues s'il y a des questions similaires. Ok, bah écoutez, donc Eric et Thomas, merci beaucoup pour votre présence. Tu voulais dire autre chose, Thomas, pardon. Juste rapidement, mais je pense pas que ça concerne même des gens dans cette visio, parce que je sais pas quelle association départementale ça concerne, mais pas beaucoup, je pense. Mais ça sera pour la postérité d'enregistrement. Juste sur l'animation Infox, une petite information, ça va rendre très triste les Francades du Puy-de-Dôme si elles regardent la rediffusion. Mais du coup, on a définitivement perdu la licence Weezer. J'avais réussi à en négocier les droits pour un an supplémentaire, qu'il y a eu des bugs, etc. etc. Mais là, on a perdu l'aspect Twitter fictif en circuit fermé.
peut-être, je pense que la plupart des gens, c'est du charabia pour eux dans cette vision. Mais voilà pour cette information. Ok. Donc le projet Infox, c'est le projet dont j'avais parlé en introduction, qui croise éducation médias et éducation scientifique. On se met en gros, en résumé, dans la peau d'un journaliste de revue scientifique qui doit traiter une fausse information scientifique qui tombe sur son bureau. Voilà. Et donc, il y a tout un dispositif de formation et d'animation, voilà, effectivement, avec du coup des outils pédagogiques, dont celui que Thomas vient de citer. Ok. Eh ben, écoutez, donc merci beaucoup Thomas et Eric. Donc, j'envoie la charte signée et puis donc on se tient au courant régulièrement là pour voir comment on avance. Il n'est pas impossible qu'on vous redemande une Sans problème. présence à une réunion plus opérationnelle à un moment donné. Oui, oui. Hein, voilà. En tout cas, nous, on est ravis que la fédération rejoigne le dispositif Equips-Info. Et juste pour la postérité, puisque c'est enregistré, donc on s'en félicite d'autant plus que vous êtes le premier mouvement d'éducation populaire à rejoindre le dispositif à côté de l'Académie des sciences, de l'Observatoire de Paris, du Centre national d'études spatiales, du CEA et de Météo France. Voilà, donc je suis ravi qu'on ait des acteurs de l'éducation populaire et qui nous rejoignent dans ce dispositif. Et voilà, et je m'en félicite vraiment parce que je pense que ça donne une autre dimension et pas une dimension uniquement scientifique, mais pédagogique et tournée vers le public. Et c'est ça qu'on souhaite en tout cas. Ouais, effectivement, merci de dire ça. J'en profite aussi pour dire, Eric, tu l'as su par mail, mais pour les autres collègues, les Francas ont été sollicités par l'AMSTIC et l'Association des musées des centres de culture scientifique à intervenir sur une table ronde au Musée des Arts et Métiers là, dans 10 jours, sur une table ronde autour de la question des alliances dans la culture scientifique. Et donc, ils tenaient à ce que l'éducation populaire soit présente. Donc, ça aurait pu être le CNAGEP, mais on a eu un peu du mal à se mettre au clair. Donc, les Francas ont été sollicités en direct. Moi, j'ai accepté. Et donc, évidemment, je pense que ça pourrait être bien que tu me redonnes la liste, Eric, là. Oui. Parce que ça illustre, je pense, de manière très opérationnelle la question des alliances possibles et qui peuvent être un peu surprenantes parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de penser qu'effectivement se retrouvent dans un même club grâce à une association comme l'AFA, les Francas et l'Académie des sciences. C'est pas tous les 4 matins que ça arrive. Donc, si ça peut permettre d'être dans un exemple très concret et puis du coup de mettre en lumière ce qu'on fait ensemble depuis des années, espérons que ça donnera des idées aux gens qui seront dans la salle, Univers Sciences, ministère et autres, quoi. On ne sait jamais. Hein, c'est ça, on ne sait jamais. C'est-à-dire que si on tente pas, on peut pas gagner. C'est pas parce qu'on tente qu'on gagne à tous les coups, mais en tout cas, ça vaut le coup de tenter. Eh ben, écoutez, merci Thomas et Eric. Et pour les autres, on peut rester encore 5 minutes ensemble pour les dernières petites infos à délivrer. À très Merci bientôt. à vous, à très vite. Ouais. Merci, bonne journée.